ce sont ces débuts, je vous avais montré. Au début, il essaie un peu l'impressionnisme. Et il s'inspire de tous les vieux contes russes. Les contes de fées, les choses magiques. Il aime bien la musique, l'Orient, les icônes, Monet, les fauves, les populistes. Il aime beaucoup l'art populaire. Vous savez, en Russie, on peint sur les coffres, on peint partout comme ça, sur les armoires, tous les traits de peint bariolés, tout ce qui est art populaire, chant populaire. Et donc, quand il est tout ça dans ses intérieurs tout colorés, avec les gens qui ont les tabliers brodés et tout ça, il a l'impression qu'il se sentait environné par la peinture. Voilà, vous voyez, les contes de fées, on sent bien qu'on est au 19e ici, hein, avec ce genre d'art populaire. Et donc, vous voyez qu'au début, ces tableaux sont très enchantés, on dit ça comme ça, et qu'on reconnaît plein de choses. Hein. C'est de qui, madame? Kandinsky, tout ce que je vous montre là, on revoit. J'avais pas montré. Donc, c'est joli. C'est peut-être moi qui choisis sur les plus colorés, c'est possible aussi. Donc, il a le sentiment qu'il y a moyen déjà de faire une peinture sans objet. Voilà. Donc, il aime le Wagner, la musique. Et puis, je vous avais expliqué que c'était par le biais de l'expressionnisme d'Erbloer Reiter, le mouvement d'Erbloer Reiter, qu'avec tous ses amis, qu'ils essaient d'exprimer leur individualité, tous ces gens-là, et de laisser percer leur spiritualité. Donc, il y a une sorte de mysticisme un peu collectif, si vous voulez. C'est vraiment un groupe comme ça très spirituel. Un peu romantique, qui s'intéresse à la valeur symbolique des couleurs, à l'art populaire, au destin de l'enfant. Tous font ça. Tous ont bien entendu appris de Cézanne et des cubistes et des fauves. Ça, c'est pour vous montrer un exemple d'art brut, je vous l'avais montré la fois dernière. Hein. Ça, c'était Wolfi, vous vous rappelez? C'est l'art des fous, des gens qui n'ont pas eu contact avec la culture. Donc, c'est eux qui, déjà, dès 1911, vont aller les rechercher. Ils vont de nouveau réintéresser les peintres après la guerre en 1949, le groupe Cobra par exemple. Et là, c'est les premiers à trouver ça intéressant. Quoi. Voilà, tout ça, Wolfi, c'est mon petit chouchou. Aloïs, elle est super aussi. Voilà. Alors, voilà. Il y a aussi dans le groupe Léon, dans le groupe d'Elblorena que vous avez montré, Lionel Feininger, qui est un expressionniste, mais vous voyez qu'il a appris de la leçon du cubisme. C'est lui qui va aussi donner cours au Bauhaus. Ça, c'est Auguste Mack, vous vous rappelez, les jeunes filles sous les arbres. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est comme des lampes, les petites dames avec chez Mac. Comme s'ils étaient illuminés de l'intérieur. Voilà, la force de l'instinct. Alors voilà, ça c'est encore lui. Hein. Je dis, tous ces gens vont à peu près mourir pendant la Première Guerre. Voilà, jeune fille avec des poissons dans un récipient. Et à côté, comme animiste, ils aiment beaucoup les animaux. Franz Marc, c'est la même chose. Vous voyez ici, c'est un daim dans la forêt. Et ça, c'est quoi comme mouvement? C'est le mouvement d'Erbloer Reiter, le cavalier bleu. Et c'est à l'intérieur de ce mouvement. Tous les autres, ils font des trucs avec des sujets. Voilà, ça c'est Franz Marc. Vous voyez qu'on sent l'influence du cubisme aussi. Mais le seul de ce groupe-là, c'est qu'il recherche un peu la même chose, quelque part l'expression de spiritualité et une vérité intérieure. Sauf que c'est. Voilà, il y a Vania Ulensky, et il y avait aussi, donc, voilà, Vania Ulensky, encore lui. Voilà. Et c'est donc pendant ce moment qu'on va voir le passage de l'expressionnisme à l'abstraction, qui va être mis au point en théorie et en pratique. On parle de peinture non objective, donc il n'y a pas d'objet, hein, en opposition à la peinture dite objective de Mondrian. Ça, c'est une question de vocabulaire. Quand on parle de peinture non objective, c'est donc une peinture qui s'oppose à celle de Mondrian, d'accord, qui elle est objective.
c'est plus instinctif, si vous voulez, celle de Kandinsky que celle de Mondrian. Ça va, vous comprenez ça? Une sorte de lyrisme chez Kandinsky. Voilà, regardez, ça c'est la période de Murnau, c'est encore le moment où il faisait des églises et des rues entières comme ça. Encore, vous voyez, le train. Vous voyez, on sent bien qu'il a pris la leçon de Cézanne. Bon, il ne travaille pas, il ne construit pas comme ça à la manière de Cézanne. On sent bien que c'est plus, comment dire, il y a plus de ressenti dedans. Donc, vous avez dit sa théorie, c'était donc la forme et la couleur sont les éléments d'un langage qui leur permettent à l'artiste de communiquer au spectateur une émotion, une nécessité intérieure. Et alors, ça va donner une œuvre d'art. C'est l'expression extérieure d'une nécessité intérieure. D'accord? Donc, il avait très peur que qu'on tombe dans le décoratif. Hein. Il faisait une grande différence entre une peinture comme ça, porteuse de nécessité intérieure, et un truc qui serait juste là pour décorer. Il pense aussi que les formes et les couleurs agissent directement sur l'âme et sur le corps, comme la musique. Hein, il y a des musiques, vous les mettez, vous êtes directement emporté à danser ou à pleurer, ça dépend de la musique, non? Eh bien, les couleurs, c'est la même chose. Mais il n'est pas nécessaire de donner à la forme et à la couleur l'apparence d'objet qu'on trouve dans la nature, d'où émancipation de l'art à toute nécessité extérieure. Et quatrièmement, il était indispensable d'articuler de façon précise ce langage symbolique. Les formes colorées doivent être disposées sur la toile aussi clairement que le sont les notes d'une partition d'orchestre, à forme précise, effet précis. D'accord? Professeur de droit, hein, attention. J'ai une question, quand on parle de Mondrian, c'est quand même quelque chose spirituel, intérieur et tout. Et abstrait, et puis abstrait. Mais on ne représente pas quelque chose non plus. Non plus. Donc ce sont les deux, enfin il y en a un troisième, on va en continuer avec Malevich, qui vont se libérer de l'objet, qui vont faire de la peinture abstraite en tant que telle. Mais vous voyez, de manière tout à fait, par des chemins tout à fait différents. Kandinsky, lui, il cherche à représenter des émotions. Mondrian, c'est presque l'inverse. Kandinsky, quelque part, il célèbre la vie. Mondrian, il déteste la nature, il déteste... vraiment, une rose, ça le fait vomir. Il avait un père qui était très sévère, qui était, je ne sais pas comment on appelle ça, un révérend... un révérend protestant, comment on dit ça? Comment on les appelle encore les... Ah oui, Un pasteur. Un pasteur. Tu l'as noté, ça va t'occuper. Impression provenant directement de la nature extérieure, sous une forme dessinée ou peinte. Vous vous rappelez? Il appelait certains de ces tableaux des impressions. Donc ça, c'est un truc qu'on attrape directement, une sensation directe. Puis il y avait les improvisations. Ah, les improvisations, rien à voir avec ce que nous, on appelle d'habitude une improvisation. Chez Kandinsky, c'est conscient. Et c'est formé soudainement d'éléments de caractère intérieur spirituel. Mais ça peut lui prendre des mois pour terminer un tableau dans lequel il y a une improvisation. Et la composition, ça c'est aussi les sentiments intérieurs. Lentement formés, œuvrer longuement, avec raison, conscience, un but précis, qui joue un rôle capital, mais le calcul n'apparaît pas. Seulement le sentiment apparaît. Voilà. Ça, ce sont ce qu'il appelle ses compositions. Alors, je vous avais expliqué, il a un jour vu son tableau à l'envers, et puis il s'est rendu compte qu'au fond, l'émotion qu'il avait reçue en voyant le tableau était plus grande, qu'après il avait beau le retourner dans tous les sens. Il voyait un arbre à l'endroit, un arbre à l'envers, mais ça ne donnait pas le sentiment qu'il avait eu. Et donc il s'est dit, l'objet est visible à mes tableaux. Voilà, c'est ça. C'est l'illumination qu'il a eue. Et donc ça, c'est donc cette première impression, cette aquarelle. Donc ça, c'est une impression, c'est donc ça provient directement de la nature extérieure, sous une forme dessinée ou peinte. Vous voyez, parfois, on a des taches de couleurs qui ne sont pas contournées par une ligne, qui peuvent éventuellement se superposer, devenir du foncé au clair. On a toute la variété des choses qui créent des émotions à chaque fois différentes. Voilà, ici, on prenait même des personnages encore, vous voyez. Ici, il avait voyagé en Afrique du Sud, au Maroc et tout ça, et il voulait donner ce magnifique parfum, chaleur, sentiment de... Voilà...
j'appelle ça lyrique, moi. Ça raconte, c'est tout ça. Encore une improvisation africaine. Ça, c'est une composition. Donc, la composition, c'était l'expression de sentiments intérieurs lentement formés, œuvrés longuement. Raison, conscience et but précis dans le capital, mais le calcul n'apparaît pas seulement le sentiment. Composition 4 de 1911. Ça, celle-là, c'est la toute première aquarelle abstraite qu'il avait fait. Voilà. Et donc, ça, ce sont des peintures avec 3 tâches, c'est des choses composition plus structurée. Voilà, une autre encore. C'est un peu lyrique tout ça. Hein. Et puis voilà que dans les années 20, il va donner cours au Bauhaus. Vous avez expliqué qu'au Bauhaus, il voulait fabriquer des gens capables de créer un art nouveau, un art moderne, mais que ça ne se trouvait pas avec des artisans qui avaient appris à faire du néo-bazar, du néo-truc. Il fallait donc fabriquer une classe de profs qui puissent former des élèves qui aient la tête et la main reliées, et plus les gens de la tête et les gens de la main, comme c'était le cas depuis la Renaissance. Donc c'est pour ça que le Bauhaus va essayer de rassembler un peu tous les pouvoirs de l'homme et qui va lui donner les capacités de travailler toutes les sortes de matériaux, tous les types de techniques, de la scénographie à la poterie, etc. Et donc, après, vous voyez que dès qu'il est prof au Bauhaus, notre ami Kandinsky est toujours lyrique, c'est vrai, mais qu'il utilise plus des lignes droites et des compas, des choses comme ça, dans les années 20. Voilà. Vous voyez, après, il écrit un bouquin, point, ligne, surface, il dit qu'est-ce que ça fait une ligne quand on l'a grossit, puis qu'on la mincit, puis qu'on la grossit. Et puis quand on lui fait croiser 2 lignes comme ça, et si la ligne qu'on lui fait croiser est comme ça, et si sont des petits feintrés comme ça, vous voyez, chaque fois ça donne des effets différents. Et on essaie de trouver la partition d'orchestre qui va avec les sentiments. Voilà. Ça c'est un autre de la bande, Paul Klee, c'est un super aussi. Les petits vélos là. Il est très ludique, Paul Klee. C'est encore lui ça. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. On avait vu les cours du Bauhaus. Hein. Madame, Ouais. Paul Klee, ce qu'il crée, c'est pas vraiment très abstrait, ce que vous voulez justement montrer. Ah non, j'ai pas dit que. Là, on est des profs du Bauhaus, hein. C'est pas des représentants de l'art abstrait, c'était Paul Klee. Okay. Paul Klee, je crois pas qu'il est. Si, quand il fait des tissus et tout, on peut dire qu'il est abstrait, mais. Mais qui il fait partie de quel cours? Il fait partie du quel C'est cours d'un Bauhaus. Bauhaus. Ah oui, je vous dis là, c'est la période du Bauhaus, et donc là, il croise tout. Je vais vous faire recroiser les autres mouvements pour que vous accédiez. Ça, c'est les cours donnés au Bauhaus. Et ça, c'est Paul Klee, vous voyez. C'est pédagogique tout ça. Hein. Voilà, ça, peut-être un tissu. Donc, le bâtiment du Bauhaus, on avait vu ça aussi de Gropius. Ça, c'est les cours de M. Itten. Quoique celle-ci, c'est peut-être fait par. Oui, c'est lui, Itten. Il y a quelqu'un ici qui était là hier et qui voulait faire son travail sur les couleurs. Et à qui j'ai recommandé de travailler sur Itten. Non? Excusez-moi, c'est parce que j'ai oublié de lui dire qu'il y avait un grand historien de la couleur. Et voilà, je ne sais pas parmi vous, mais donc j'oublie de les rattraper, ces garçons-là. On a fait ce qu'on Voilà, donc toujours comme ça, on revient à notre ami Kandinsky, le voilà. Le voilà toujours. Et ici, regardez, on dirait presque une sorte d'écriture. Hein? Il travaille sur l'infiniment petit, etc. Voilà. Kandinsky. Ici, je trouve qu'on dirait presque des protozoaires, des microbes, c'est pas un aérobic. Ça lui crachait toute la journée. Hein? Des crevettes. Il aurait détesté que ça représente une vraie crevette. Puis je vous avais parlé.